Imaginez un instant que vous vous réveillez demain et que vous découvriez que toute votre vie a été comme marcher sur un sentier de montagne, les yeux bandés. Vous avez suivi les traces de ceux qui vous ont précédés, confiant que le chemin vous mènerait à un endroit significatif. Mais lorsque vous enlevez enfin le bandeau sur les yeux, vous comprenez une vérité qui fait plus mal que la lumière soudaine dans vos yeux. Vous avez tourné en rond, et le chemin que vous pensiez vous appartenir a été tracé par des mains que vous n'avez jamais connues. Cette métaphore n'est pas seulement une image poétique, c'est la réalité invisible dans laquelle la plupart d'entre nous existons, croyant que nous choisissons alors qu'en fait nous répétons, pensant que nous décidons lorsque nous obéissons simplement à des modèles que d'autres ont conçus, des décennies, peut-être des siècles. Mais ce que très peu de gens comprennent, c'est que le vrai pouvoir dans ce monde n'est pas distribué au hasard ou démocratiquement. Il y a une architecture cachée, une pyramide invisible divisée en 5 niveaux distincts, où chaque pas représente non seulement une quantité différente de pouvoir, mais une façon complètement différente de comprendre et d'habiter la réalité. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage inconfortable, un voyage qui peut changer à jamais la façon dont vous percevez votre place dans le monde. Ce n'est pas un voyage de motivation, ce n'est pas une conférence à applaudir, c'est un miroir qui reflète des vérités que vous préféreriez ne pas voir. Mais une fois vues, vous ne pourrez pas oublier, parce que découvrir à quel niveau on en est vraiment, c'est faire face à la distance qui existe entre ce que l'on pense être et ce que l'on est vraiment sur le grand échiquier du pouvoir. Le premier niveau est le plus peuplé et, paradoxalement, le plus invisible pour ceux qui l'habitent. C'est le domaine de l'impuissant, mais pas de l'impuissant qui se reconnaît comme tel. C'est le territoire de millions de personnes qui se réveillent chaque matin, persuadées qu'elles sont libres, que leurs décisions leur appartiennent, que leurs opinions naissent de leurs propres réflexions. La tragédie du premier niveau n'est pas le manque de pouvoir, c'est l'illusion de l'avoir. Regardez autour de vous et vous verrez ces gens partout. Ce sont eux qui répètent des phrases comme des mantras, sans jamais se demander d'où viennent ces mots. C'est la vie, car on ne peut rien faire. C'est ce qu'il faut. Ce ne sont pas des réponses, ce sont des chaînes verbales, des mécanismes psychologiques que le système utilise pour amener la personne à défendre sa propre prison. L'impuissant a développé toute une philosophie autour de son renoncement. Il a fait de l'obéissance la vertu et l'absence d'ambition de la noblesse morale. La psychologie moderne a étudié ce phénomène et l'a appelé impuissance apprise. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un s'habitue tellement à obéir, à ne pas décider, à suivre le flux marqué par les autres, que même si les portes de la cage sont complètement ouvertes, il ne cherche pas à s'échapper. Il n'a plus besoin de chaînes physiques parce qu'il les a intériorisées, il les a intégrées à son identité. Il s'est convaincu lui-même que son renoncement est la sagesse, que sa passivité est prudence, que sa peur est réalisme. Mais voici ce qu'il y a de plus dévastateur. L'impuissant n'accepte pas seulement sa condition, il la glorifie. Il a créé tout un système de valeurs qui transforme la faiblesse en mérite. Il méprise les ambitieux, critique celui qui se démarque, condamne ceux qui enfreignent les règles, non pas parce qu'ils sont moralement supérieurs, mais parce qu'au fond, il l'envie. Il a besoin de croire que son renoncement est plus noble que le courage des autres, parce que cette croyance est la seule chose qui lui permet de dormir paisiblement avec sa propre reddition. La vie de l'impuissant est un cercle parfait. Du lundi au vendredi, il court au travail, célèbre les week-ends comme s'il s'agissait d'une libération temporaire, se repose quelques heures et recommence. Son mouvement est constant, mais il n'avance jamais. Comme un cheval sur un carrousel, il tourne sans fin, confondant l'activité avec le progrès, l'usure et la croissance. Et quand il meurt, enfin,
Personne ne le remarque. Quelqu'un prend sa place, en quelques heures parce qu'il n'a jamais développé quelque chose d'irremplaçable. Il n'a jamais laissé une marque qui lui était propre. Le deuxième niveau est celui où nous trouvons l'exécuteur testamentaire. Et ici, la dynamique change radicalement. L'exécuteur ne vit plus dans l'aveuglement total du premier niveau. Il a goûté au goût du pouvoir. Il a ressenti l'ivresse de donner des ordres et de voir qu'ils sont exécutés, de signer des documents qui changent la réalité des autres. Mais il y a une différence cruciale. Ce pouvoir ne lui appartient pas vraiment. Il lui est prêté et il ne peut l'utiliser qu'à condition qu'il maintienne une obéissance sophistiquée. L'exécuteur testamentaire porte un uniforme ou un costume, peu importe. Il peut s'agir du manager qui exige des rapports jusqu'au petit matin, du fonctionnaire qui protège des rituels bureaucratiques insignifiants, ou même du père de famille qui fait du silence la norme et de la proximité une récompense conditionnelle. Sa caractéristique déterminante est qu'il a une autorité sans être l'auteur. Il exécute des décisions que d'autres ont écrites, impose des règles que d'autres ont conçues et administre un pouvoir qui peut lui être retiré à tout moment. La séduction de ce niveau est intense, car la reconnaissance vient rapidement. Les portes s'ouvrent, les gens s'éloignent. Il y a une énergie enivrante quand le monde répond à vos gestes. Mais c'est un respect hypothéqué, conditionné à une obéissance élégante. Le contrat est simple. On vous donne le commandement si vous respectez le protocole. On vous donne un budget si vous maintenez la discipline. On vous donne du respect si vous ne remettez pas en question le cadre fondamental. L'exécuteur testamentaire vit confortablement derrière les manuels et les règlements, car ils lui fournissent un bouclier psychologique. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez toujours dire « J'ai respecté la procédure ». Cette phrase lui permet d'agir avec force, sans porter le poids de l'entière responsabilité. Il peut imposer des décisions sévères sans se demander si elles étaient justes, parce qu'il suffisait qu'elles soient correctes selon le système. Mais il y a un prix caché, la nuit, lorsqu'il éteint son téléphone et enlève son masque de jour. Une fissure troublante apparaît. Les rires qui résonnaient fermes pendant la journée deviennent creux. Les médailles pèsent plus dans le tiroir que sur le coffre, et une question suinte comme de l'eau entre les pierres. C'était tout? Ce n'est pas un doute idéaliste, c'est une alarme pragmatique. L'exécuteur testamentaire découvre que sa valeur dépend entièrement de son utilité, et non de son caractère irremplaçable, et que l'utilité a une date d'expiration. Le troisième niveau nous introduit sur le territoire du stratège de l'ombre, une créature beaucoup plus sophistiquée et dangereuse. Ici, il n'est plus question de force physique ou de suivre les ordres à la lettre. Le stratège de l'ombre a appris à plier la réalité avec des gestes minimaux. Un mot placé au bon moment, un silence qui vous met stratégiquement mal à l'aise, une information filtrée, comme s'il s'agissait d'une coïncidence. Son outil préféré n'est pas le cri ou l'imposition directe, mais le cadre d'interprétation. Le stratège décide de ce dont on parle, et plus important encore, de la façon dont ce dont on parle est interprété. Il ne pousse pas les gens vers les décisions qui leur conviennent. Il incline subtilement le terrain, de sorte que ces décisions semblent naturelles, inévitables, voire souhaitables. Le véritable génie du stratège de l'ombre réside dans sa compréhension que l'information ne vaut pas ce qu'elle dit, mais quand elle est publiée et à qui elle est livrée. Vous pouvez prendre une rumeur insignifiante et la transformer en une vérité sociale, simplement en contrôlant sa vitesse et sa direction. Il fabrique des dettes émotionnelles, au lieu d'acheter des testaments. Une faveur aujourd'hui, un appel demain, une protection discrète quand tout se complique. Rien n'est libre, rien n'est laissé en liberté dans son univers. Le stratège occupe rarement le fauteuil principal. Il préfère la deuxième rangée, l'angle latéral d'où tout est vu sans être vu. Il laisse briller la voix de l'autre, pas la sienne, mais derrière chaque changement important,
il y a un écho qui lui appartient, une idée qu'il a plantée il y a des mois, une conversation qu'il a guidée sans que personne ne se souvienne exactement comment elle a commencé. Son succès se mesure précisément au fait qu'il n'est pas désigné comme le cerveau. Dans le monde de l'entreprise, le stratège de l'ombre devient indispensable pour les camps adverses. Il traduit les ambitieux, calme les prudents, nourrit les deux avec les informations justes pour qu'ils dépendent de sa médiation. En politique, il noue des pactes que personne ne veut reconnaître en public. Dans les milieux culturels, il fait d'une phrase un mouvement, et d'un mouvement une mode qui semble naître spontanément de nulle part. Mais ce niveau a un lourd tribut psychologique. Pour maintenir une telle finesse, le stratège doit porter plusieurs masques. Un pour le boss, un pour l'allié, un pour l'adversaire. Et comme tout masque bien fait, ils finissent par se coller à l'intérieur. Au fil des mois, elle oublie à quoi ressemblait son visage avant le plâtre. Il apprend à construire des alliances magistrales, mais perd la capacité de faire véritablement confiance à quelqu'un. Considérer chaque sourire comme une hypothèse, chaque étreinte comme une variable dans une équation complexe. Le passage au 4e niveau représente un énorme saut qualitatif, car c'est là que la protection des ombres s'arrête définitivement. Le dirigeant visible doit accepter que son nom apparaisse dans le procès verbal, que sa signature décide des destinations, que son visage devienne un symbole, même s'il ne le veut pas. Il ne peut plus suggérer discrètement, il doit décider en plein jour, et chaque décision laisse une trace que quelqu'un utilisera plus tard pour l'élever ou la détruire. À ce niveau, vous découvrez une vérité brutale. Commander ne signifie pas choisir le meilleur, mais choisir ce que vous allez perdre. Il y aura toujours un coup. Quelqu'un sera toujours blessé. Il y aura toujours des conséquences imprévues. La grandeur du souverain n'est pas d'éviter les sacrifices, mais de maintenir son regard pendant que les fragments tombent autour de lui. La reconnaissance à ce niveau est enivrante, mais aussi perfide. Le public vous applaudit aujourd'hui, et demain exige qu'on vous rende compte exactement de la même chose qu'il a célébrée hier. Ils n'aiment pas la vraie personne, ils aiment la projection qu'ils ont faite de vous, et cette image est profondément instable. Elle change au rythme de la peur collective, de la rumeur, de la soif sociale, de boucs émissaires. Le piège le plus dangereux du 4e niveau est l'empoisonnement de la visibilité. Le dirigeant s'habitue à tout ce qui passe par lui, à être le centre de l'attention, et sans s'en rendre compte, il commence à agir pour le public au lieu d'agir pour les résultats. Lorsque cela se produira, il a déjà perdu, car le même scénario qui le nourrit aujourd'hui sera celui qui le dévorera demain, avec des titres sensationnalistes et des jugements médiatiques. Et pourtant, ce niveau a une grandeur indéniable. Le dirigeant visible peut façonner toute une époque, transformer des désirs diffus en institutions concrètes qui lui survivent, des hôpitaux qui n'existaient pas, des entreprises qui cessent d'imiter pour commencer à innover, des villes qui respirent différemment. Cette capacité de convertir la volonté personnelle en structure sociale est le don et le fardeau du pouvoir visible. Mais au fil du temps, un soupçon inconfortable apparaît. Le trône n'est pas vraiment le sommet, c'est un paratonnerre. Il attire à la fois la gloire et la haine, invoque de puissantes alliances et multiplie les ennemis. Et tandis que le dirigeant soutient ces tempêtes publiques, quelqu'un d'invisible enregistre méticuleusement ses erreurs, ramasse ses dettes politiques et aiguise patiemment le récit de sa chute finale. Le 5e et dernier niveau est celui où le pouvoir cesse de ressembler au pouvoir au sens traditionnel. Il n'y a pas de couronnes ici, il n'y a pas de projecteurs, il n'y a pas de discours grandiloquents, il n'y a que des structures qui répondent à une volonté qui n'a jamais besoin d'être présentée publiquement. L'architecte invisible ne pousse pas directement les gens, il conçoit des environnements où les gens se poussent vers les résultats qu'ils désirent. Ce que très peu de gens comprennent,
c'est que le véritable sommet du pouvoir ne se mesure pas dans le bruit des médias, mais dans la permanence historique. Tandis que les dirigeants visibles brûlent dans le feu public, l'architecte invisible demeure et transcende. Alors que certains se disputent désespérément le crédit, il est stratégiquement en concurrence pour la continuité. Il comprend un principe simple mais impitoyable. Tout ce qui a un nom peut être attaqué, tout ce qui est dilué dans des systèmes anonymes survit indéfiniment. Comment fonctionne-t-il exactement? Par le biais de couches d'influence qui se chevauchent, une couche culturelle qui définit discrètement ce qui est socialement acceptable, une couche juridique qui fixe des limites opérationnelles, une couche économique qui renforce des incitations spécifiques et une couche symbolique qui raconte qui est considéré comme bon et qui est dangereux. Lorsque toutes ces couches s'alignent parfaitement, la réalité elle-même s'incline. Personne ne sent la main qui pousse. Ils perçoivent seulement le poids inexorable du changement. L'architecte invisible parle très peu et écoute en profondeur, non pas pour obtenir des ragots sans conséquence, mais pour lire les mécanismes profonds du fonctionnement social. Qui dépend vraiment de qui? Quelle peur paralyse? Quel groupe? Quel désir accélère quel processus? Quels mythes soutiennent apparemment quelles organisations? Ils n'achètent pas les loyautés individuelles. Ils préparent des écosystèmes entiers d'intérêts où changer de camp devient économiquement coûteux et où la coopération devient naturellement rentable. Leur carte mentale n'est pas celle des individus, mais celle des flux, argent, réputation, temps, attention, information. S'il veut déplacer un rival, il ne l'attaque pas de front comme le ferait un dirigeant impulsif. Il détourne stratégiquement le flux qui l'alimente. Si vous voulez renforcer un programme spécifique, vous n'écrivez pas de manifeste public. Il orchestre une symphonie de porte-paroles qui ne se connaissent même pas, mais qui, mystérieusement, répètent des variations du même message central. Le coût pour atteindre ce niveau est extraordinairement élevé. Pour en arriver là, l'architecte invisible doit lâcher prise sur ce qu'il y a de plus difficile pour tout être humain, l'identité visible. Il faut le détacher complètement du plaisir de la reconnaissance publique, de l'urgence de défendre son nom lorsqu'on l'attaque, de l'habitude très humaine d'expliquer sa vérité lorsqu'il est mal compris. Il change consciemment le besoin d'être vu pour la capacité d'être efficace. Changer la satisfaction de la pause pour la permanence du résultat. Il échange la satisfaction immédiate d'aujourd'hui contre la construction patiente d'un héritage qui transcende sa propre existence physique. Mais n'idéalisons pas cet endroit. C'est aussi un désert émotionnel. La solitude ici est d'une qualité unique en son genre. Ce n'est pas la solitude du dirigeant exposé qui endure le barrage de critiques publiques. C'est la solitude la plus profonde du disparu, qui respire et opère dans les coulisses, qui prend des décisions qui affectent des millions de personnes, mais ne pourront jamais les dire, qui remporte des victoires historiques que personne ne lui attribuera jamais. Maintenant, après ce tour des 5 niveaux, je vous invite à faire l'exercice le plus difficile. Regardez-vous sans masque et répondez avec une honnêteté brutale à quel niveau vous en êtes vraiment aujourd'hui. Pas le niveau que vous voulez occuper, pas celui que vous projetez sur les réseaux sociaux, pas celui que vous pensez mériter, mais le vrai, celui qui se manifeste dans vos décisions quotidiennes, dans votre réelle capacité à influencer votre environnement, dans le degré d'autonomie réelle que vous avez. Répétez-vous des routines que d'autres ont conçues sans même les remettre en question. Avez-vous de l'autorité, mais pas d'autorité sur les décisions importantes de votre vie? Vous influencez discrètement, mais craignez de vous exposer? Dirigez-vous visiblement, mais dépendez-vous des applaudissements extérieurs? Ou avez-vous réussi à créer des systèmes qui fonctionnent indépendamment de votre présence? La question n'est pas seulement diagnostique, c'est stratégique. Parce qu'une fois que vous savez où vous êtes vraiment, vous pouvez décider consciemment si vous voulez y rester, ou si vous êtes prêt à payer le prix spécifique que chaque ascension dans cette pyramide
invisible de pouvoir facture. Chaque niveau nécessite un renoncement particulier pour sortir de la première. Vous devez renoncer au confort de la plainte et de l'excuse. Pour surmonter la seconde, vous devez lâcher prise sur la sécurité du manuel et de la réglementation. Pour transcender la troisième, vous devez abandonner la protection des ombres. Pour aller au-delà de la pièce, il faut lâcher le besoin de reconnaissance. Et pour atteindre la cinquième, vous devez renoncer à ce que vous possédez de plus humain. Le besoin d'être vu et de se souvenir. Le vrai pouvoir n'est pas de crier plus fort que les autres. Il a besoin de crier de moins en moins. Il ne s'agit pas d'imposer votre volonté par la force, c'est créer les conditions où votre volonté se manifeste comme si elle était une loi naturelle. Il ne faut ni la craindre ni l'aimer. C'est être si efficace que votre absence soit ressentie comme un vide dans les rouages mêmes de la réalité. La transformation que je propose n'est ni facile ni rapide. Cela exige une honnêteté brutale avec soi-même, une volonté de lâcher prise sur des identités qui vous ont accompagné pendant des années, et le courage de marcher dans des territoires inconnus où les règles du jeu sont complètement différentes. Mais ceux qui osent faire ce voyage découvrent quelque chose d'extraordinaire, que le vrai pouvoir ne corrompt pas, il libère. Il nous libère du besoin d'approbation extérieure, de la peur du jugement des autres, de la dépendance émotionnelle à l'égard de circonstances que nous ne contrôlons pas. Cela fait de vous l'architecte de votre propre réalité et, finalement, le co-créateur silencieux de la réalité collective. Le chemin vers le pouvoir authentique est, paradoxalement, un chemin vers une liberté plus profonde. Pas la liberté adolescente de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, mais la liberté mature de créer les conditions où ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin s'aligne naturellement avec ce qui est le mieux pour l'ensemble. Cette connaissance que vous avez reçue aujourd'hui n'est pas seulement de l'information, c'est la clé d'une toute autre façon d'habiter le monde. Mais comme toutes les touches, elle n'est bonne que si vous décidez de l'utiliser. Je vous invite à me dire dans les commentaires, sans masque, sans justification, à quel niveau vous reconnaissez-vous vraiment aujourd'hui? Non pas pour vous juger, mais pour initier votre propre processus de transformation consciente. Si ce contenu a remué quelque chose de profond en vous, si vous avez senti que ces mots décrivaient des réalités que vous aviez l'intuition, mais que vous ne saviez pas nommer, alors faites partie de cette communauté de personnes qui ont décidé de se réveiller du rêve collectif d'impuissance. Souscrivez non pas comme un geste mécanique, mais comme une déclaration intime que votre esprit mérite la clarté et que votre vie mérite un pouvoir authentique. Et si vous connaissez quelqu'un qui est coincé dans les premiers niveaux, qui vit en se plaignant de sa réalité, mais ne fait rien de réel pour la changer, partagez cette vidéo. Parfois, un miroir inconfortable au bon moment peut initier une transformation qui dure toute une vie. Mais il y a quelque chose d'autre que je dois partager avec vous. Quelque chose que vous ne comprendrez qu'après avoir pleinement intégré ces 5 niveaux dans votre conscience. Il y a un modèle caché qui relie toutes les personnes qui parviennent à gravir cette pyramide. La capacité de transformer la douleur en carburant. Chaque transition entre les niveaux implique une petite mort. Mourir impuissant, naître bourreau. Mourir en exécuteur testamentaire, renaître en stratège. Chaque mort fait mal, parce qu'elle implique l'abandon d'une identité qui, bien que limitée, vous donnait sécurité et appartenance. La plupart des gens s'arrêtent à la première douleur et retournent dans leur zone de confort. Ils préfèrent la familiarité de la souffrance connue à l'incertitude de la croissance. Ceux qui montent ont développé une alchimie intérieure différente. Ils ont appris à interpréter l'inconfort comme un signe d'expansion, le rejet social comme un indicateur d'authenticité, la solitude comme un espace de construction intérieure. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur et qu'ils ont réformé leur relation avec la peur. Ils l'utilisent comme une boussole qui indique où ils doivent se développer.
Il y a aussi un secret sur le temps qui opère à chaque niveau. Aux niveaux inférieurs, le temps est vécu comme une rareté. Il n'y en a jamais assez. Tout est urgent, tout est pressant. Au niveau supérieur, le temps devient un allié. Il se planifie en décennies, il se pense en générations, il se construit pour l'éternité. Cette transformation temporelle n'est pas accidentelle. C'est la différence entre réagir aux circonstances et créer des circonstances. Et c'est là qu'intervient le paradoxe plus profond. Plus vous développez un pouvoir authentique, moins vous avez besoin de l'utiliser. L'architecte invisible peut déplacer des montagnes avec un murmure, parce qu'il a construit les systèmes qui amplifient son intention. Sa puissance ne dépend pas de sa présence physique, mais de l'élégance des mécanismes qu'il a mis en mouvement. N'oubliez pas, le pouvoir n'est pas quelque chose qui se prend, c'est quelque chose qui se construit jour après jour, décision après décision, renonciation après renoncement. Et cette construction commence maintenant, avec le prochain choix que vous faites après avoir désactivé cette vidéo.